Если не сейчас, то когда? Он устроил реформы в своей стране и попутно изменил мир, сделав его безопасней, спокойней и лучше. Гласность и перестройка. Он открыл свое правительство, впустил свободу в свою страну. Не знаю, что это такое. Шерон, сними это с меня, она нацепила это на меня. Я думаю, это граница. Я хочу ее перейти. Свобода. Дорогие друзья, не так много людей за всю мою жизнь я могу назвать, о которых я могу от всего сердца сказать. Вот человек, который изменил историю навсегда. Сегодня давайте поздравим одного из самых важных людей 20 века, моего героя, моего друга Михаила Горбачева. Tu sais que j'ai failli y passer. Non. Non? Non. C'est vrai? De manière générale, ma santé s'est très nettement détériorée. J'ai des douleurs à cause du temps, quand le temps change. Et quand il y a des tempêtes solaires, des orages magnétiques, c'est encore pire. C'est très dur. Vous pourrez appeler cet entretien « Discussion avec un drôle d'oiseau ». Non. Est-ce que vous vous sentez libre? Oui. Ça se traduit comment? Je dis ce que je pense, j'exprime mon avis, j'écris beaucoup, et je suis franc dans mon écriture. Je formule les choses telles que je les pense. Mais qui vous entend en Russie? Qui a la possibilité de vous écouter en Russie? Tout le monde. Ceux qui veulent. Il y a les journaux. Même si, tout récemment, ils ont refusé de me publier. On m'a souvent dit « C'est fini l'époque Gorbatchev, c'est terminé. Tu te souviens ?» Mais qui a dit ça? Elle ne fait que commencer. Tous les peuples ont besoin de perspectives, de liberté, d'ouverture.
D'ouverture? Vous pensez que la liberté est quelque chose d'inné chez les Russes? Ou que le peuple russe doit se faire violence pour vivre en démocratie? On peut répondre à ces questions dans un sens comme dans l'autre. Parfaitement. Mais il y a toujours eu des gens qui ont fait bouger les choses. C'est exact, mais ils ont été envoyés en exil, ils ont été pendus, ou ont été obligés de quitter la Russie. Et la Russie a retrouvé l'absence de liberté, comme si c'était son état naturel. La réponse, ce n'est pas moi qui te la donne, mais les grands démocrates qui nous ont précédés. Tant que la liberté brûlera en nous, tant que l'honneur battra dans nos cœurs, nous dédierons, mon ami, à la patrie les plus beaux élans de notre âme. Voilà, ta réponse, elle est là. Au fond des mines de Sibérie, restons funestes. Non, non, restez. Restons, tu parles de toi, là. Mais il ne s'agit pas de toi. Restez patient. Votre funeste tâche est toujours là. Votre idéal demeure présent. La Russie s'éveille d'un bond. Et sur les ruines du despotisme, On écrira nos noms. le nom de Gorbatchev sera forcément sur la liste. Je peux dire quelque chose en aparté, entre nous? Allez-y. Ce que tu nous proposes, c'est de l'onanisme. C'est pas si mal. Ah bon? Ouais, Tu pratiques? j'ai arrêté il y a longtemps. Mais si je vous comprends bien, vous comparez la recherche de la liberté en Russie à l'onanisme, c'est-à-dire à une sorte de jouissance artificielle, à quelque chose qui n'est pas naturel. Je serais prêt à vous suivre, mais c'est plutôt triste. C'est ça l'onanisme. Où est la démocratie? Quelle question. C'est vrai, ce n'est pas à vous qu'il faut le demander. Certainement pas. Je me considère toujours comme un socialiste. Pour moi, honnêtement, Lénine reste notre Dieu à tous. Le socialisme est une excellente grille de lecture. Je pense que plus les gens vont s'épanouir dans leur existence, plus ils vont s'émanciper, plus on aura besoin du socialisme. Je le crois. Mais certains estiment que j'ai tué le socialisme. Pourtant, j'ai obtenu la meilleure note à l'épreuve de dissertation de l'examen de fin d'études secondaires. J'avais choisi le commentaire libre, plutôt que les questions littéraires. Il fallait commenter la formule suivante: Staline est notre gloire combattante, Staline est notre jeunesse, notre envol. J'étais tout à fait d'accord avec ça. J'étais quelqu'un d'assez cultivé, quelqu'un de responsable. Mais par la suite, lorsque je suis devenu secrétaire général et que je me suis plongé dans les rapports de l'époque, j'ai été horrifié. Toutes ces listes de personnes à fusiller.
100, 200 à la fois. Ces documents reflétaient une telle horreur, au niveau du parti, comme de la société. Staline n'était donc pas socialiste? Je pense que c'était plutôt quelqu'un d'autoritaire. Mais vous avez aujourd'hui des millions de personnes qui admirent Staline. Qui parmi nos dirigeants était socialiste? Moi? Et qui d'autre? Tu pourras dire que quand tu as posé cette question à Gorbatchev, il t'a répondu « moi ». Et quand tu lui as demandé qui d'autre, il t'a dit « personne ». C'est fort. Eh oui. Le plus important, c'est la vie. C'est tout. Après, il faut voir ce qu'on en fait, ce qu'elle fait de nous. Le 12 juin, c'est le jour de la fête nationale russe. Non? Bon. Eh bien, un 12 juin, on a monté des pavillons sur la place. Les tables sont dressées. Et deux groupes s'avancent à la rencontre l'un de l'autre. Poutine d'un côté, moi de l'autre. Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Eh oui, c'est la vie. Non, lui dis-je. C'est vous qui nous évitez. Vous vous dérobez. Comment ça? Comment ça? 3 fois vous m'avez invité à vous rencontrer et 3 fois vous n'êtes pas venu. Vous avez annulé. Ne pleure pas. Est-ce que tu imagines seulement ce que Gorbatchev, ce que j'ai traversé? Et il s'est mis à raconter que la vie était compliquée. C'est la vie. Oui. Et nous sommes partis. Les uns d'un côté, nous au Kremlin, et eux sur la place à manger des brochettes. Pour nous, c'était du déjà-vu. Et on est partis, chacun de son côté. On se quitte? Vous partez? On y va? On y va. Allez. À bientôt, les enfants. Je vous aide? Attends, Volodya. Non, ce n'est pas la peine. Je peux me lever avec les bras. C'est parce que le fauteuil est profond. Oui. Quelle plaie. Vous êtes resté assis longtemps, c'est pour ça. J'ai de plus en plus de travail. Ça ne diminue pas. Mais je n'ai plus de force. Tu ne peux pas me tourner un peu? Comme ça. On y va? Tu le tiens bien, Volodya. Il faut que je m'appuie bien. Voilà. Parfait. C'est bon.
Cet ascenseur a été installé par des amis de Mikhaïl Gorbatchev quand ils ont appris qu'il lui fallait presque 1 heure pour regagner sa chambre au premier étage. Lorsqu'il a renoncé à son poste à la tête du gigantesque empire soviétique, il ne possédait en tout et pour tout qu'un appartement relativement modeste à Moscou. On va sortir à gauche, par là. On prend l'escalier? Oui. D'accord. Tu descends devant moi. Bien sûr. Mets-toi là, en bas. Allons-y. Vitali! Oui, Mikhail Sergueyevitch, j'arrive. Descends. On continue. Descends. Ah, Vitali, où étais-tu passé? Je suis toujours là. Nuit et jour. Je ne vous quitte pas. Lorsque Mikhaïl Gorbatchev a démissionné de ses fonctions de président de l'URSS, les républiques soviétiques ont eu la possibilité d'accéder à l'indépendance. Leurs dirigeants, tous membres du Parti communiste et inféodés à Mikhaïl Gorbatchev, en ont immédiatement profité et se sont retrouvés à la tête de nouveaux États. Certains d'entre eux y sont encore. D'autres, depuis, ont transmis le pouvoir à leurs enfants, en héritage. En 1991, au moment de l'effondrement de l'URSS, ces mêmes dirigeants ont offert à Mikhaïl Gorbatchev cette maison, dont il a l'usufruit, sans toutefois en être propriétaire. Ты молодец. Молодая, щечки такие. Спасибо, Михаил Сергеевич, за комплимент. Очень приятно. Ну, мы можем и приглашать, да? Да, вот у нас картошка, пельмени отварить надо будет, да? Вы скажете, когда, потому что там закуска, пока посидите, поговорите, вот, и скажете, когда горячее блюдо. Хотя картошка есть. Так, сейчас я вам... Ну, так слушай. Так, Это куда? салфетку это сюда, на колени. Стелят. Картошку. Посчитайте, их больше оказалось, да? Больше? Посчитать надо. Ага. Это что, они Раз, два, привезли? три. Нет, это ваша. Это с огорода, С Михаил огорода. Сергеевич. Сегодня утром сходила, зная, что вы придете. Так, Ваш любимый. Так. надо ложку сейчас под Так, я холодец. Ложку под холодец. Водка есть? Водка есть, Михаил Сергеевич. А пиво? Конечно, а как же без пива? Сейчас я еще проверю, посмотрю. Хорошо, ну можно садиться, да? Можно, да. Вот это до, Это мне. да, а это после. Вот так поставлю. Гуд. Attends, Tania va te donner quelque chose. Il a mangé du saucisson. Il a eu du fromage. La vie n'est pas trop dure. Mais il est déjà vieux. Il n'a plus que la peau sur les os. Bienvenue chez moi. Je suis ici chez moi, logé par l'État, à vie.
Ce n'est pas si mal. Dans notre situation, bénéficier de quelque chose à vie, ce n'est pas négligeable. D'autant que Yeltsin nous avait donné 2 ou 3 jours à peine pour faire nos valises. Et de quoi vivez-vous? Je vis, ainsi que tous ceux qui m'entourent, tous mes proches, grâce à l'argent que j'ai gagné en donnant des conférences un peu partout. Je me souviens d'une fois où j'ai touché 400 000 $ en honoraires. Ça ne s'est produit qu'une fois. Habituellement, je touchais moins que ça. Vous avez mis cette maison à votre nom? Non, Mais vos voisins l'ont fait. je n'en sais rien. Nous, on le sait. Ils se sont appropriés leur maison? Je les méprise. Eh oui, c'est comme ça aujourd'hui. Gorbatchev, lui, j'ai la conscience tranquille. Raïssa ne supportait pas qu'on fasse des choses pareilles. Nous avions des principes. Vos petites filles viennent encore en Russie? Plus maintenant. Mais elles ont encore leur chambre ici. Elles ont encore leur chambre, non? Elles ont tout ce qu'il faut là où elles sont. Nous avions des économies. Et quand nos petites filles se sont mariées, nous les avons aidées. 500 000 chacune. Pour qu'elles s'achètent un appartement. Elles vivent toutes les deux là-bas. Pour elles, c'est simple. Mais pour moi, c'est plus compliqué. Du temps de Raïssa, tout le monde était là. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. Lorsque Raïssa Maximovna est décédée, vous avez déclaré à plusieurs reprises que, pour vous, la vie n'avait plus de sens. C'est vrai. Comment ça? Elle n'en a plus. C'est quoi le sens de la vie? Hein? Le sens de la vie? Est-ce que ça ne serait pas le fait d'aimer une femme, tout simplement? Et, je ne sais pas, d'avoir des enfants avec elle? Il ne faut peut-être pas chercher plus loin. Qu'y a-t-il de plus fort que le sentiment d'aimer une femme et d'être aimé par elle? Il y a tant de jolies filles, tant de noms doux à entendre, mais un seul dans mon cœur brille, me paraît si beau, si tendre. Je perds la mémoire. Je connaissais des tas de poèmes. J'aime la poésie. Mon ami, tu vis dans mon cœur, que ce départ imprévu soit de nos retrouvailles annonciateurs. Et Sénine. Superbe.
Стоит гора высокая, а під горою гай, гай, гай. Зелений гай, густесенький, неначе справді рай. Під раєм виється річенька, яскло вода блищить, долиною зеленою кудись вона біжить. Край берега у затишку прив'язані човни, там 3 верби схилилися, мов жуняться вони. Що пройде красна літічка, повіють холода, а сипляться з них листячка, і унесе вода. А тебе, люба річенька, утішають, ще вернеться весна, а молодість не вернеться, не вернеться вона. 5 лет мне. J'ai 5 ans И я отдаю концерт. et je suis en train de mourir. Умирал. À mon chevet brûle une В chandelle. голове. А плачу, плачу. Et tout le monde pleure après Volnoï. Мать, плачет, ничего. Ma mère est en larmes. А что Il еще n'y a plus делать rien à faire. во времена 36? Que pouviez-vous faire à l'époque, en 1936? Да. Ну, наконец, Et puis, une femme est passée nous voir объявили. et a dit à mes parents, И поставил, да arrêtez de потому что pleurer. вы найдите Allez chercher du хорошего miel, меда сейчас du miel bien frais, и дайте et банку. donnez-lui le pot entier. Начали искать, нашли. Ils ont cherché, ils ont trouvé, Знаете, et ils me l'ont маленькие apporté. чайнички. Ils l'avaient mis dans une petite théière. днем было. Это же я Je m'en помню. souviens très bien. И Et оставшись une fois один, seul, я повернулся je me suis и tourné, взял чайничек и выпил. j'ai pris la théière Через 3 et дня j'ai я tout бегал. avalé d'un coup. А тут 3 jours plus умирал. tard, j'étais sur pied, alors que j'avais failli mourir. Я враг. C'est drôle. Je me souviens que le couvercle de la théière était tombé. И звон J'entends падающей encore le bruit. крышки до сих пор. C'est drôle comme notre cerveau fonctionne. Je peux continuer longtemps comme ça. Nous habitions à l'époque à Stavropol, dans la partie haute de la ville, où était situé le comité régional du parti. Le vent souffle de la steppe, chargé de senteurs enivrantes. Nous avions coutume, avec Raïssa, de prendre la voiture et d'aller à une 50aine de kilomètres de la ville, là où s'étendaient les champs de blé, à perte de vue. Le grand événement là-bas, c'est la saison des amours des cailles. Quand les blés sont presque mûrs, il faut les voir. Elles sont comme folles. C'est l'amour à la folie. Mon Dieu, quel bonheur! Vous en parlez comme du paradis. Et aujourd'hui, c'est l'enfer. Ах ты.
Gardez-le, Mikhail Sergueïevitch. Vous pouvez le garder pour l'instant. Bon, je ne vais pas le mettre dans ma poche. Je n'en ai pas besoin. Si, ça va avec ça. Gardez-le pour l'instant. Je n'en ai pas besoin. Prends-le. On a encore des questions à vous poser, Mikhail Sergueïevitch. M'en fiche. Да. Мы не делились On никогда. ne s'est jamais séparés. Всегда вместе. On était toujours ensemble. Как два On ne сына. faisait qu'un. Удивительно, откуда это On se demande à получается. quoi ça tient. Меня называли On disait qu'elle me подковой. menait par le bout du nez, ce que je n'ai jamais démenti. En fait, j'étais tout à fait d'accord. Et c'était bien comme ça. Ça la mettait en valeur. Quand nous avons commencé à vivre ensemble, Raïssa et moi, je me suis documenté sur elle. Sa mère était apparemment russe et son père, Titarenko, ukrainien, comme dans ma famille. Ma mère était ukrainienne et mon père russe. Son grand-père, le père de sa mère, avait été fusillé. Sa famille s'était retrouvée dispersée dans tout le pays. Voilà. Je lui ai dit un jour, « Tu sais ce qui m'a frappé ?»« Non, quoi ?»« Le fait que tu ne sois pas russe, mais ukrainienne. » Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça explique pourquoi tu as parfois si mauvais caractère. D'ailleurs, mon grand-père maternel avait lui aussi été jugé et condamné à mort. Il dirigeait un kolkhoz qu'il avait lui-même fondé. Finalement, il a été convoqué par le substitut du procureur de sa circonscription qui lui a dit qu'il n'y avait pas lieu de le fusiller. Parce qu'en fait, aucun crime n'avait été commis. Et il l'a remis en liberté. Il avait passé 14 mois en détention. Il avait tout subi. C'était horrible. On lui avait brisé les mains en les coinçant dans des portes. Je pense qu'il avait été arrêté en raison de son engagement trotskiste. Pourquoi il s'est embarqué là-dedans? Je me souviens encore quand il est revenu. Seuls ses proches étaient venus l'accueillir. J'étais assis sur le grand poêle, très intéressé. Il nous a dit, « Je vais vous raconter pour que vous sachiez, mais vous garderez ça pour vous. Je n'en parlerai à personne d'autre. » Il répétait sans cesse, « Staline n'y est pour rien. » J'ai adhéré au parti quand j'étais en terminale.
Ils étaient très contents. Je leur avais demandé conseil. Ils se réjouissaient de me voir entrer au Parti communiste. Et ils étaient contents que je fasse des études supérieures. J'ai envoyé mon dossier d'inscription. 15 jours se sont écoulés, pas de réponse. J'avais pourtant joint une enveloppe timbrée à mon adresse. J'y avais pensé. Finalement, la réponse est arrivée. Vous êtes inscrit avec une place en résidence universitaire à la faculté de droit de l'université de Moscou. Et quand je suis parti, heureux comme tout d'aller à Moscou, j'ai levé la tête et j'ai regardé autour de moi pour dire au revoir aux gens qui étaient là. Et j'ai aperçu mon grand-père, Pantelei, celui qui avait été condamné à être fusillé. Il était à la fenêtre de notre maison en bois. Il pleurait. Je ne l'oublierai jamais. Le tournage a été interrompu peu après par l'hospitalisation de Mikhaïl Gorbatchev, qui a été placé sous surveillance médicale constante. От себя напишите, кто вы, что, с какой целью. Михаил Сергеевич, ну на пальцах объяснять сейчас. Mais alors qu'il était à l'hôpital, il a accepté de nous donner rendez-vous dans les bureaux de sa fondation pour que nous puissions terminer ce film. Après avoir quitté le Kremlin, la fondation Gorbatchev s'est installée dans les locaux d'un institut du Parti communiste qui avait été dissous. Elle a cependant été priée de libérer les lieux peu après. Mikhaïl Gorbatchev a alors décidé de faire construire un bâtiment spécialement destiné à accueillir son organisation. Mais aujourd'hui, pour permettre à la fondation de continuer de fonctionner correctement, une grande partie de l'édifice est louée à des tiers. La fondation Gorbatchev n'en occupe plus qu'une aile. Mikhaïl Gorbatchev a gravi tous les échelons de l'appareil soviétique pour parvenir jusqu'au sommet, porté au pouvoir en grande partie par la volonté du chef du KGB de l'époque. Il a régné sur tout l'empire communiste, contrôlant ainsi près de la moitié du monde. Puis il a pris conscience de la nécessité d'en finir avec le régime en place et s'est attelé à la tâche seul, sans le moindre soutien des autres dirigeants de l'URSS d'alors. Nous voulions absolument comprendre comment on parvient à cette décision après un tel parcours. Чего? Ждут вас. А что ждут? Я готов.
З'їхались козаки із Дону додому, підманули Галю, забрали з собою. Ой, ти Галя, Галя молодая. Comment cet homme avait-il pu décider de démanteler l'ensemble des rouages de l'appareil d'État, d'entamer un dialogue direct avec les citoyens en leur proposant une démocratisation du régime et une liberté inespérée? Et comment ces mêmes citoyens, finalement, ne l'avaient pas compris, l'avaient trahi, voire pour beaucoup d'entre eux, l'avaient maudit? Bon. Il faut qu'on arrive à faire ce film. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est important et qu'il ne faut pas laisser passer l'occasion. Je sens chaque jour mes forces m'abandonner un peu plus. Vraiment. Ça vous motive ou ça vous démotive? Les deux. Volodya, donne-moi la main. Bonjour. Allons-y, moteur. D'accord, c'est parti. Vous êtes donc nommé à Moscou, au sein du comité central en charge de l'agriculture. Que s'est-il passé ensuite? Dès mon élection au comité central, j'ai été pris en main. On m'a trouvé un hébergement dans un hôtel de la capitale. On m'a fourni une voiture et on m'a donné une garde rapprochée. Un soir, j'étais dans mon bureau à me demander dans quoi je m'étais fourré. Pourquoi j'avais fait ça? Là-bas, à Stavropol, j'étais le roi. C'était le Sud. J'étais bien. Le téléphone sonne. C'est Andropov. Tu es où? Eh bien, là où j'ai été nommé. Et tu fais quoi? Rien. Je me demande où je suis tombé. Nous étions proches, car nous avions travaillé ensemble à Stavropol. Tu peux venir me voir tout de suite? Pas de problème. Et je suis allé le voir au siège du KGB, dans son bureau. Je suis arrivé. Comment ça va? J'ai tout ce qu'il me faut, lui ai-je répondu. J'ai du pain sur la planche, ma famille doit bientôt me rejoindre, tout est réglé. Merci de votre soutien à Yuri Vladimirovitch, même si vous êtes critique à mon égard. Quand est-ce que je t'ai critiqué? Tout le temps, à mon avis. Vous ne vous en rendez même pas compte. Je vois que tout le monde a envie de te prendre sous son aile. Kosygin te fait des signes. Je me suis dit, l'homme du KGB a l'œil, il voit tout. Voilà. Et il me dit, il y a une chose dont je veux te parler. Brejnev. C'est la grande question. Il a lui-même évoqué à plusieurs reprises, devant plusieurs d'entre nous, y compris en réunion, l'éventualité de son départ à la retraite.
Nous nous sommes tous concertés pour parvenir à une position commune. Nous nous servons de lui de manière raisonnable. Il est important de disposer d'une figure centrale, fédératrice. Youri Vladimirovitch, lui ai-je répondu, je n'ai rien à reprocher à Léonid Brejnev. Voilà, c'est tout. Au revoir. C'est vraiment comme ça que tout a commencé. Et après, tout s'est emballé. Un jour, alors que nous étions en vacances, en famille, Andropov et moi, et que nos deux épouses étaient en grande conversation, nous sommes tous les deux allés discuter un peu à l'écart. Je lui ai dit, « Youri Vladimirovitch, nous nous connaissons bien, vous et moi. Et nous nous entendons bien. Il y a une question que j'aimerais vous poser. J'ai l'impression que personne ne pense à l'avenir du pays. Pas le Politburo, en tout cas. Il a immédiatement réagi. De quoi nous préoccupons-nous alors? De quoi, si ce n'est de l'avenir? Je lui ai dit, nous avons décidé de nous parler franchement. Prenez par exemple le défilé devant le mausolée de Lénine au mois de novembre. On nous prend tous en photo, juste avant le début du défilé. Regardez la photo qui a été prise la dernière fois. Regardez-la bien. Y a-t-il sur cette photo un seul visage jeune? Et alors, les vieux ne sont plus bons à rien? Ce n'est pas le problème, lui ai-je répondu. L'URSS est un pays de forêts et de bois. Or, pour qu'il y ait un bois, il faut aussi un sous-bois. Il s'en est souvenu jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, le sous-bois. Quand j'ai été élu secrétaire du comité central et que je suis allé lui présenter mes hommages, Léonid Brejnev a eu la réaction suivante. Je lui ai dit, Léonid Ilitch, je vous remercie de votre confiance, je ferai de mon mieux. Sans même me regarder et sans daigner me serrer la main, il a marmonné « Kulakov était quelqu'un de bien ». J'ai donc été élu, sur sa proposition. Ça s'est fait comme ça. Je me suis dit, mon Dieu, dans quoi me suis-je fourré? Il faut savoir qu'avant la perestroïka, la situation était telle que... on avait l'impression d'être embourbé dans un marais dont on ne sortirait jamais. Que tout allait exploser et qu'on allait se retrouver dans une mouise phénoménale, pour dire les choses simplement. Et quand nous avons pu instaurer la glasnost, ça a vraiment été, on peut le dire, comme une bouffée d'air frais. Les gens ont besoin de liberté. Sans liberté, l'homme ne peut pas s'épanouir. Il ne peut pas comprendre ce qui se passe.
Les gens doivent savoir ce qui se passe dans leur pays, au sein du pouvoir et à l'étranger. Savoir comment on vit ailleurs, en toute transparence. Nous voulions développer, amplifier cette transparence. Notre préoccupation, c'était le quotidien des gens. Le pain qu'ils mangeaient. Le pain de la perestroïka. Je me souviens de ma vie en tant que secrétaire général. Не будете есть? Нет. А пирожок будете с сыром, с чаем? Пирожок какой? Ну, сырный, который я даю вам. Давай. Поднимите руки, кто чай хочет. Я кофе попью, принесу. Да? L'Europe a-t-elle saisi l'occasion que vous lui donniez? Je pense que oui. Et la Russie? La Russie aussi. Comment ça? Voyons. En quoi la Russie l'a-t-elle saisi? Nous vivons en paix. Nous vivons surtout en dictature. Tu sais, c'est quelque chose de... Il faut savoir être patient. Il faut du temps pour y arriver. Des années d'efforts et de pratique. Ce n'est pas simple. Alors comment se fait-il que ce soit simple en Europe de l'Est? En République tchèque, par exemple, ça fait 30 ans qu'on vit en démocratie, tandis que nous, on est toujours en train de regarder en arrière. Qu'est-ce que tu racontes? Tu écris, non? Tu réalises des films. Mais tu te considères privé de démocratie? Oui, je considère qu'on m'a privé de démocratie. De la démocratie, il y en avait avec Gorbatchev, c'est tout. Pendant les premières années Yeltsin, admettons, mais à la fin de la période Yeltsin, quand il a transmis le pouvoir à Poutine, ce n'était déjà plus de la démocratie. Je vois. Ça se discute. Mais vous avez assez de matière pour votre film, je pense. Ça devrait vous rapporter pas mal. Je n'ai pas compris votre réponse. Je n'ai pas compris. Vous voulez dire que le sentiment des gens à votre égard n'est pas... Comment dire... En Europe, vous êtes un héros. Comment? En Europe, vous êtes un héros. Parfaitement. Pour les pays européens, vous êtes un vrai héros. Mais pour la Russie, je ne suis pas vraiment sûr. Dis-le, qui t'en empêche? Je veux vous entendre le dire. Non. Tu ne veux pas le dire. En Russie, vous n'êtes pas un héros. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Mais il faut bien reconnaître que vous n'avez que 0,8% d'opinion favorable. Oh, ça. L'histoire est une dame capricieuse. C'est vrai. Je suis convaincu que vous serez un jour un héros en Russie. J'en suis persuadé. Mais j'ai peur que ce ne soit ni pour aujourd'hui ni pour demain. N'aie pas peur. Je te l'ai dit, il faut du temps, beaucoup de patience et de pratique. Il faut devenir plus intelligent. C'est un processus extrêmement complexe que l'on ne peut comparer qu'avec l'éternité. Bonjour. Bonjour. Rebonjour plutôt. Ça va la vie? Très bien, merci. Ça va.
Tout le monde est servi? Oui, tout le monde. Et lui? On est assis et lui, il est debout. Je crois que tous les membres de l'équipe sont servis. C'est chaud? Oui, c'est chaud. Très chaud. Je me brûle. Qui est-ce dans le miroir? Poutine, c'est ça? Il nous espionne. Il dit quelque chose en hochant la tête. Volodya. Je n'ai jamais été déçu par une conversation franche avec les plus hauts dirigeants. Le premier président que j'ai rencontré était particulièrement coriace. La première fois que nous nous sommes rencontrés avec Reagan, c'était en Suisse. Il m'a accueilli à mon arrivée à l'aéroport et nous avons tout d'abord parlé en tête-à-tête, en aparté, sans nos délégations respectives. Nous avons discuté très sérieusement. Mais ce premier contact ne présageait rien de bon. Quand je suis sorti, les gens de ma délégation m'ont demandé comment ça s'était passé, comment je m'en étais sorti avec ce faucon. Je leur ai dit que c'était un vrai... Comment appelle-t-on ces animaux préhistoriques? Ptérodactyle? Dinosaure? C'est ça. Un vrai dinosaure. Mais il m'a rendu la monnaie de ma pièce. On lui a rapporté ce que j'avais dit. Et 2 jours plus tard, comme on lui demandait quelle impression Gorbatchev lui avait fait, il a répondu que j'étais un bolchevique borné. Il avait raison? Bien sûr que non. Ensuite, les choses ont évolué cas un cas. Je me suis, par exemple, rendu en visite en Amérique pour signer un traité. On a fini par s'accorder sur le fait que la guerre nucléaire était inacceptable et qu'il ne pouvait pas y avoir de vainqueur. S'il attaquait, on ripostait. Et si on attaquait, c'était lui qui ripostait. Et on bousillait toute cette putain de planète. On bousillait tout. Fini. Globalement, si on regarde bien, la disparition de l'URSS est vue dans de nombreux pays, notamment en Europe et en Amérique, comme le fruit de votre action. Qu'en pensez-vous? Tu veux m'en ôter le mérite? Non, pas du tout. Je veux avoir votre sentiment. Je t'ai déjà expliqué ce que j'avais réellement dit. Pourquoi refusez-vous d'en parler? De quoi? De l'effondrement de l'URSS. Pourquoi? Vous n'en parlez pas? De quoi? De mon rôle dans cet effondrement? Non, vous ne parlez jamais du rôle de la perestroïka, de la glasnost et de la démocratisation dans l'effondrement de l'URSS. D'abord, je ne peux pas être d'accord avec l'idée selon laquelle l'Union soviétique, notre pays, aurait été victime de la démocratie. Non. J'ai livré un combat acharné, jusqu'au bout, pour que l'Union ne soit pas démantelée.
C'était ma position. Vous pouvez lire toutes les déclarations que j'ai faites à l'époque. Comment pourrais-je me renier aujourd'hui? Bon, une autre question. Les Lituaniens, les Estoniens et les Lettons vous aiment, justement parce qu'ils ont acquis leur liberté en grande partie grâce à vous. Je ne veux pas les priver du droit d'aimer. Mikhail Sergeyevitch, vous éludiez la question? Non. Je t'ai vraiment répondu très franchement. Non. Franchement. C'est pourtant paradoxal. Soit vous êtes pour le maintien de l'URSS, soit vous donnez aux Lettons le droit de vous aimer pour l'avoir démantelé. C'est complètement paradoxal. C'est peut-être ce que tu écriras. D'accord. Mais je maintiens ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas honnête. Comment ça, pas honnête? Merde! J'en deviens grossier. Simplement, vous ne pouvez pas être à la fois pour l'indépendance des pays baltes et pour le maintien de l'URSS. C'est contradictoire. Non. Alors expliquez-moi. Je te l'ai dit. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que... C'est vrai, certains disent qu'il aurait fallu leur tirer dessus. Mais on ne peut pas donner l'ordre de tirer dans un cas et pas dans un autre. Ce n'est pas une solution. Je pense donc avoir eu la bonne attitude. Bien, mais à Vilnius, on a tiré. L'armée soviétique a ouvert le feu, oui ou non? L'affaire n'est pas claire. On essaie de me mettre ça sur le dos, de me traduire en justice pour ça. Vous avez peur d'un éventuel procès? Comment? Vous n'avez peur de rien, vous êtes un homme courageux. Pourquoi alors? Ça te plairait à toi d'être traîné devant les tribunaux? Il n'est pas question que j'aille rendre des comptes pour des faits inventés par je ne sais qui, juste pour lui faire plaisir. Non. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Je ne sais pas. Y a-t-il une erreur que vous ne referiez pas? J'étais trop sûr de moi. Quand on est trop confiant, on finit par être trop sûr de soi. Tout le monde parle des erreurs de Gorbatchev. Mais je suis désolé, nul n'a des capacités et des compétences parfaites. Personne ne peut rivaliser avec Dieu le Père, ni avec ses représentants. Non, ça arrive à tout le monde. Souvent ça marche et souvent ça ne marche pas. Et parfois il faut galoper à bride abattue, parfois il faut faire profil bas. Et le jugement suprême? Le tribunal divin, ô dépravé, le juge redoutable vous attend. On continue? Le putsch. Quoi? Le putsch du comité d'État pour l'état d'urgence. Comment n'avez-vous pas vu venir le coup d'État fomenté par vos collaborateurs pratiquement sous votre nez? Parce que je suis faible. Je n'ai coupé aucune tête.
Mais je ne regrette pas de ne pas avoir employé les méthodes de mes prédécesseurs. Lénine compris. Si on est incapable de garder raison parce que telle ou telle situation nous échappe, parce qu'on ne parvient pas à l'analyser, ce n'est même pas la peine de discuter. Dans ce cas, il vaut mieux aller boire un verre. Adopter la méthode Yeltsin. Qui s'enfilait un demi-seau de vodka pour ensuite aller se soulager derrière les roues de son avion. Mais au moment du coup d'État, c'est pourtant bien Yeltsin qui vous a sauvé, si je ne me trompe. Yeltsin m'a aidé, mais il m'a surtout mis des bâtons dans les roues. C'est mon point de vue et ma position en tant que responsable. On m'a d'ailleurs demandé pourquoi je ne l'avais pas envoyé quelque part très loin pour l'écarter. J'en avais le droit. Et j'avais de bonnes raisons pour ça. Et j'en avais bien entendu le pouvoir. Mais je ne fonctionnais pas comme ça. J'aurais été en contradiction avec moi-même. Mes proches ont été très étonnés que je puisse pardonner. C'était l'attitude d'un tsar, pas celle d'un secrétaire du comité central. Quand Boris Yeltsin a pris le pouvoir, il a donné 3 jours à Gorbatchev pour libérer les lieux. Mais dès le lendemain, alors que nous nous étions entendus sur la date de mon départ, le 30, je crois, il est arrivé tôt le matin avec sa petite bande de héros et ils ont sifflé une bouteille de whisky. Quand j'ai appelé, on m'a répondu qu'ils étaient déjà en train de faire la fête dans mon bureau. Ça montre bien toute l'arrogance du personnage. Un imbécile. Une tête brûlée. La Constitution de 1993 était à son image. Car c'est une constitution autocratique. D'accord. Donc vous n'avez pas utilisé l'armée pour rester au pouvoir? Non. Je me suis battu jusqu'au bout. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais trop de choses se sont liguées contre moi. Le putsch a bien entendu eu un impact. Il a affaibli ma position et a soutenu celle de ces bouffons. Vous savez que Gorbatchev et Yeltsin sont mis dans le même panier, à la fois démocrate et libérateur, et traître et fossoyeur de l'URSS. Qu'en pensez-vous? Non, pour moi, il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre Yeltsin et Gorbatchev. Mais finalement, qui est responsable de l'effondrement de l'URSS?
Je pense personnellement que je n'en suis pas responsable directement. J'aurais peut-être pu l'éviter, j'aurais dû le faire. Il aurait peut-être suffi que je l'écarte. Il avait montré à quel point il était instable. C'est donc Yeltsin qui a détruit l'URSS? J'ai dit ce que j'avais à dire. En fait, vous n'avez rien dit. Eh bien, tant mieux. Mikhail Sergeyevitch, croyez-moi, c'est... Écoute, Vitali. Oui. Le débat est clos. Vers 1h demain? 1h demain? Oui, environ. Vers 1h. Je leur dis. Moi, je serai là à midi. Alvis est notre metteur en scène. Il prépare un nouveau spectacle. Sur vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour l'écrire? Non, c'est pour ça que nous sommes venus vous voir. Comment? Nous sommes venus en discuter avec vous. Il faut venir me voir quand c'est fini, quand tout est prêt. Nous avons déjà des idées et nous aimerions en parler avec vous. Mikhail Sergeyevitch, je suis né à Riga, vous le savez. Nous avons un nouveau projet. Monter un spectacle sur vous et sur votre épouse Raïssa Maximova. Il n'y aura qu'un acteur et une actrice sur scène. La pièce tournera autour des thèmes de l'amour et de la liberté. Vous avez dit que votre mère chantait souvent une chanson qui commence par « Sous la montagne majestueuse s'étend une forêt ». Mais je n'ai pas trouvé l'air de cette chanson. Les paroles, pour commencer. D'accord. Sous la montagne majestueuse s'étend une forêt. Verdoyante, plantureuse, un paradis, un vrai. Elle était ukrainienne. Oui, on peut la traduire en russe? Non. Pour qu'on comprenne le sens. Il ne faut pas faire ça. On comprend très bien comme ça. Pour que moi je comprenne. Ah bon, on va te la traduire. Verdoyante, plantureuse, un paradis, un vrai. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Que faut-il traduire? Rassure-toi, douce rivière, le printemps reviendra. Mais ma jeunesse envolée, elle, ne reviendra pas. Raïssa chantait bien? Elle m'accompagnait souvent, mais elle ne les connaissait pas toutes. Les chansons? 1 sur 10. Vous chantiez quoi? Certaines chansons qui me venaient à l'esprit et que je chantais en me rasant, par exemple. Quoi? Dites-nous. Attendez, attendez. Утро туманное, утро седое, Нивы печальные, снегом покрытые. Не хотя вспомнишь и время былое, И вспомнишь и лица давно позабытые, Вспомнишь и лица давно позабытые. C'est magnifique. Raïssa laissait la porte ouverte. Elle avait droit à un concert presque tous les jours. Je chantais en me rasant. Elle vous accompagnait? Oui, mais elle chantait moins bien que ma mère. Pardon? Et vos lettres, elles ont toutes disparu? Oui, elle les a toutes brûlées. Toutes? Hein? Toutes? Elle les a toutes brûlées? On n'en a pas retrouvé. Peut-être que quand on regardera dans les archives, on en retrouvera. Mais pas moi, quelqu'un d'autre. Vous avez dit que la perestroïka avait tué Raïssa. J'ai lu ça quelque part. Que l'inquiétude qu'elle avait éprouvée à l'époque... Moi aussi. Vous aussi. Qui a embrassé l'autre en premier? C'est elle ou c'est vous? Je vois.
Vous étiez dehors ou à l'intérieur? Dans un étang du parc Sokolniki. Dans un étang? Oui. Vous étiez allé vous baigner? Je voulais la noyer. J'ai préféré l'embrasser. Et quand vous vous disputiez, c'était pourquoi? Hein? Pour quelles raisons vous disputiez-vous? Si vous vous disputiez, quels étaient vos points de désaccord? Dans tous les couples, il y a des raisons. Ni elle ni moi n'avions bon caractère. Oui, d'où ma question. Quels étaient vos sujets de dispute? Un jour, je lui ai dit « Nom de Dieu, arrête de m'énerver. » Si je t'en mets une, je te jure que tu t'en souviendras. Sa réaction a été tellement vive que je me suis dit après que j'étais vraiment une brute, un abruti. Comment a-t-elle réagi? C'est ce que je me suis dit, moi. Je comprends. Et elle, quelle a été sa réaction? Sa réaction, elle a fondu en larmes. Et elle m'a dit « Quoi? Tu veux me frapper ?» Voilà d'où vient mon idée. Pour moi, après mes parents, vous êtes la personne qui a le plus influencé mon destin. Vous avez changé le cours de ma vie. Et nous sommes des centaines de millions dans le même cas. Vous comprenez, Mikhail Sergueïevitch? Pour Alvis comme pour nous, vous êtes l'homme qui a changé le monde. Il y a eu Lénine avant vous. Lénine a marqué son siècle. Il l'a marqué, c'est vrai. Mais plutôt négativement. Lénine n'était pas seul, il avait de la compagnie. Oui, mais quand même, c'était lui le cerveau. Mais là, il s'agit d'un seul homme. Ce que je me demande, c'est quel genre d'homme êtes-vous? Alvis a lu des tonnes de livres sur vous. D'où venez-vous? Il y a votre mère, cette chanson. Comment tout cela s'articule-t-il? Vous savez que vous avez changé le cours de l'histoire, et la planète en général. Parfait, on peut s'arrêter là. Restons là-dessus. Bon, j'apporte le chou et les pommes? Oui, oui, tu peux y aller. Mikhail Sergueïevitch, donnez-moi votre manteau. Arrête, tais-toi. Il s'appelle comment? Fabio. Hein? Fabio. Il est italien. Ce qui se traduit par? Il est italien. Fabka. Fabioso, de son vrai nom. Voilà, un peu de pain. Tania, n'oublie pas l'aspic. De la salade. Tenez, Mikhail Sergueïevitch, goûtez-moi ça. C'est votre assistant qui l'a faite lui-même. De mes propres mains. Elle doit être bonne. J'ai tout fait. Je dois me servir tout de suite? Pas question. Pourquoi? Pas question qu'on me force à manger. Vous ne voulez pas manger? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Servi, servi, servi. Bien. Il y a de la bière? Serre-moi. Ça coûte combien? 5 roubles? Je suis contente que vous soyez là. Je crois que c'est la première fois que nous nous voyons comme ça. Vous êtes déjà venu ici? Non, c'est la première fois. Ça, c'est un vrai repas de réveillon. Oui. Ça fait longtemps que vous vivez ici? 35 ans. Dans cet appartement.
Ça mérite un toast. Oui. Oui. Ça fait 20 ans que je vis sans femme. Et je sens que ça ne me convient pas. C'est Tania qui va porter le premier toast. Nous sommes chez elle. Vas-y. Mikhail Sergueyevitch, je n'imagine pas la vie sans un homme. Je ne l'imagine pas. Il est un roc pour moi. Si j'avais su à qui elle allait porter un toast... Oui, c'est mon roc. Oui. Je bois à votre santé, les enfants. À notre repas ensemble. Oui. Oui. À la paix et à l'amitié. Oui. Je suis très content de vous voir. On a beau dire, on a beau faire, on sent le poids des années. Les années s'envolent. C'est vrai, Mikhail Sergueyevitch. N'oubliez pas vos cachets. Pose-les à côté de lui. Tenez, vos cachets. Sinon, on va oublier. Il y en a pas mal. Vous voulez de l'eau? Je vais vous chercher un verre. Assieds-toi, pas la peine. J'arrive. Mikhail Sergueyevitch, quel est le réveillon du jour de l'an qui vous a le plus marqué, y compris quand vous étiez enfant? Ça fait quand même beaucoup de cachets. Mon petit bonhomme, tu es mignon. Tu es mignon. Tu es joli comme tout. Alors? Attention. Tu as assez mangé? C'est parfait. Il faut dire quelque chose en ce début d'année. Faire des vœux. Il faut exprimer nos vœux. Personne ne parle. On se tait parce qu'on réfléchit à ce que cette année nous réserve. À quoi pensons-nous? Quels sont nos espoirs pour l'année à venir? Ils sont immenses. Le temps ne coule pas goutte à goutte, mais à flot. Je ne dors pas beaucoup la nuit. Je pense. Je rumine mes pensées. À quoi pensez-vous, si ce n'est pas un secret? Les mains en l'air. Pourquoi est-ce qu'ils m'embêtent comme ça? Tu le sais? On n'a qu'à leur aboyer dessus? Ou pas? Ils peuvent encore nous être utiles. Tu es un bon garçon. C'est le vôtre. Vous répondez? Allô? Ce n'est pas Volodia. C'est moi. Oui, ça arrive. C'est le jour de l'an. Dommage que vous ne soyez pas avec nous. Avec notre petit groupe d'amis.
Tous mes vœux pour la nouvelle année, du fond du cœur, fraternellement. Pour l'instant, je suis à l'hôpital. Difficile de dire que je vais mieux. Mais il y a un peu de progrès quand même. Je pense souvent à toi. Où est-ce que je peux te joindre quand on aura repris le pouvoir? D'accord. Je ne reprendrai pas le pouvoir. Salut. Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты. Чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков. Вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые уже, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям. Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье, взаимопонимание навсегда поселится в вашем доме. С праздником! С новым 2020 годом! Quel timing! Bonne année. Bonne année. Libre patrie. Et qui a apporté la liberté? Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик, но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны.
en défendant le maintien. Les événements en ont décidé autrement. La ligne qui a prévalu est celle d'un démembrement du pays et d'un démantèlement de l'État. Je ne peux y souscrire. Je ne peux y souscrire. Oui, c'est mieux. Je quitte mes fonctions avec inquiétude, mais avec espoir aussi, et avec foi en vous, en votre sagesse et en votre force de caractère. Je vous exprime à tous mes vœux de réussite. À la fin de mon discours d'adieu, j'ai voulu boire une gorgée de thé. Une tasse était posée à côté de moi sur la table. Mais elle était vide. On avait oublié de la remplir. Le 23 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev ouvrit son coffre personnel au Kremlin, en sortit un dossier contenant des documents confidentiels et le remit à Boris Yeltsin. Il but 2 petits verres de vodka. Puis, prétextant une légère fatigue, il alla s'enfermer dans une salle de repos. Yakovlev et Yeltsin continuèrent à boire, à manger, à discuter, jusqu'à ce que Yeltsin sorte de la pièce avec la démarche du vainqueur. Yakovlev le regarda s'éloigner, fier comme à la parade, dans les couloirs désertés du Kremlin. J'ai ma place ici. Elle est réservée.
стоїть гора висока, а під горою гай. Зелений гай густесенький, неначе справді рай. Під гаєм б'ється річенька, як скло вода блищить. Долиною зеленою кудись вона біжить. Край берега у затишку прив'язаний човні. Там 3 верби схилилися, бо жуняться вони. Що пройде красноліточка, повіють холода, а сиплеться з них лисичка і внесе вода. До тебе, люба річенька, ще вернеться весна. А молодість не вернеться, не вернеться вона. А молодість не вернеться, не вернеться вона.